Nous allons démarrer nos travaux de la matinée avec ce matin l'examen de la proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs, qui nous est présentée par le groupe Horizon avec monsieur le rapporteur Vincent Thiébaut à mes côtés. Nous examinerons en séance ce texte la semaine prochaine, jeudi prochain, et il revient bien sûr à notre commission de réaliser le premier examen. Donc je vais passer la parole à monsieur le rapporteur et ensuite nous entendrons les orateurs de groupe. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Tout d'abord, ravi de pouvoir être avec vous dans cette prestigieuse commission des affaires sociales et pour présenter effectivement cette proposition de loi. Lors du grand débat national de 2019, le président de la République avait formulé le vœu d'un système où l'on puisse recouvrer beaucoup plus rapidement l'argent auprès des mauvais payeurs pour mettre fin notamment à l'injustice subie par de nombreux parents, très majoritairement des mères, qui peinent à recevoir la pension alimentaire qui leur est due. Dans leur rapport préfigurant la création de l'Agence de recouvrement pour les impayés de pensions alimentaires, l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des services judiciaires estimaient en 2016 le taux d'impayés à 35%, soit 315 000 personnes sur 900 000 parents créanciers. Et grâce à la succession des réformes entreprises depuis, ce taux avoisine désormais 25%. C'est une amélioration incontestable, mais ce n'est pas suffisant. En effet, rappelons que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, plus couramment nommée pension alimentaire, est un droit clairement affirmé à l'article 371-2 du Code civil que le parent créancier est fondé à demander aux parents débiteurs. La mise en place de l'Agence de recouvrement pour les impayés de pension alimentaire, l'ARIPA, depuis le 1er janvier 2017, a marqué une étape décisive d'amélioration au recouvrement des créances et le versement, le cas échéant, des aides sociales adaptées aux différentes situations du parent créancier. Dans une optique de prévention des impayés et non plus seulement de simple recouvrement, la mise en place d'un véritable service public d'intermédiation financière des pensions alimentaires depuis le 1er juin 2020 a conforté cette avancée. Néanmoins, partant du constat qu'une intermédiation fondée uniquement sur la base du volontariat des parents ne permettait pas une montée en charge suffisamment puissante pour pallier les défaillances des parents débiteurs, nous avons mis en place, depuis le 1er janvier 2023, une intermédiation financière systématique pour la partie numéraire des pensions alimentaires. Concrètement, toute pension alimentaire fixée par un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision judiciaire ou une convention entre les parents homologuée par un juge ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, est versée automatiquement par l'intermédiaire de la caisse aux allocations familiales ou la mutualité sociale agricole, selon la situation des parents. Le principe de l'intermédiation est donc désormais la norme sous réserve de deux exceptions. Le refus des deux parents pouvant intervenir à tout moment exprimé dans le titre exécutoire. À titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menace ou de violence volontaire sur le parent créancier ou l'enfant, l'intermédiation financière est automatique, même en cas de refus du parent violent. S'il est évidemment prématuré de faire le bilan de ce dispositif récent, tous les acteurs auditionnés lors des travaux préparatoires ont témoigné de sa très forte montée en puissance, appelant désormais à une consolidation et une approbation de l'outil par les différentes parties prenantes, qu'il s'agisse des parents eux-mêmes ou des avocats. Le dispositif que je vous présente aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de ces différentes réformes. Il vise à répondre à une situation que nous peinons à quantifier, mais qui n'en demeure pas moins réelle, celle des enfants majeurs percevant directement la pension alimentaire de la part du parent débiteur. Il est difficile d'évaluer le nombre d'enfants majeurs qui perçoivent directement la pension alimentaire, puisque ce versement intervient dans bien des cas de manière informelle, par un accord oral entre les deux parents, dès lors que le jeune quitte le foyer familial du parent qui en a la charge pour suivre ses études. Néanmoins, les travaux préparatoires à l'examen de ce texte ont permis d'évaluer à 5% le cas de médiation familiale assuré par la Caisse d'affaires familiales, la CAF, concernant des relations entre parents et enfants adolescents ou jeunes majeurs. Nous ne pouvons pas conclure de ce chiffre que toutes les médiations concernent le versement des pensions alimentaires, mais il permet malgré tout d'établir un ordre de grandeur.
Si, dans la majorité des cas, le versement de la pension à l'enfant est donc informel, cette possibilité est toutefois expressément prévue par la loi, puisque l'article 373-2-5 du Code civil dispose que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur. Dans cette situation, le versement de la pension alimentaire reste un droit dû aux parents créanciers et non à l'enfant majeur, qui ne peut d'ailleurs pas solliciter ce versement auprès du juge aux affaires familiales. Par conséquent, en cas de difficulté de versement, c'est toujours le parent qui a la charge principale de l'enfant qui doit engager une procédure pour le recouvrement de la créance, puisque la décision qui fixe la pension alimentaire crée une obligation entre les deux parents et non envers l'enfant. Cette situation peut être délicate pour le jeune majeur devenu autonome, qui ne souhaite pas forcément ouvrir un conflit entre ses deux parents, mais a besoin néanmoins de sa pension alimentaire mensuelle pour vivre. Je rappelle en effet que la pension alimentaire n'est pas qu'une simple obligation alimentaire couvrant les besoins vitaux tels que définis aux articles 205 et 207 du Code civil. Nous parlons bien ici d'un montant suffisamment élevé pour couvrir les besoins d'entretien et d'éducation de l'enfant, comme les frais de scolarité par exemple. Dans un contexte de soutien au pouvoir d'achat de ces jeunes qui vivent souvent de la précarité, je souhaite, par cette proposition de loi, leur ouvrir la possibilité de bénéficier de l'intermédiation financière afin de prévenir les situations d'impayés. L'article 1er de la proposition de loi complète d'une part les dispositions du Code civil relatives à la situation de l'enfant majeur percevant la pension alimentaire, en précisant que l'intermédiation financière prévue depuis le 1er janvier 2023 pour les parents est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l'enfant majeur. Dans le respect de la notion d'autorité parentale, telle qu'elle est conçue par notre droit, cette intermédiation ne pourrait pas être sollicitée directement par l'enfant, mais bien sur accord des deux parents ou décision du juge. D'autre part, les dispositions relatives au rôle des organismes débiteurs des prestations familiales dans l'intermédiation financière définie à l'article L. 582-1 du Code de la sécurité sociale sont étendues à la situation de l'enfant majeur. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités pratiques d'extension de ce dispositif aux jeunes majeurs afin de préserver notamment la spécificité des droits ouverts aux parents débiteurs qui n'auront pas l'être aux enfants majeurs. Je vous proposerai par ailleurs de différer l'entrée en vigueur du dispositif afin que toutes les parties prenantes puissent s'en saisir et déployer les moyens nécessaires à sa mise en œuvre opérationnelle. Point qui nous a été notamment soulevé durant les auditions, puisque, comme je vous l'avais expliqué, le dispositif actuel est encore assez récent et a besoin encore de monter en puissance. L'article 2 prévoit de manière assez habituelle la compensation financière de la charge que devront supporter les organismes débiteurs des prestations familiales pour financer et déployer notamment un nouveau système d'information. Voilà ce que je vous dis en quelques minutes sur le texte de la Commission des affaires sociales s'apprête à discuter et j'en forme le vœu à adopter dans le sens que je proposerai. Permettez-moi aussi de saluer une amie, Anne Reymann, qui travaille à l'Université de Strasbourg, qui m'a inspiré ce texte de loi parce qu'elle est justement en lien malheureusement trop fréquent avec des étudiants qui se trouvent en situation de précarité difficile. Et j'ai une pensée pour elle. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous allons maintenant entendre les orateurs de groupe. Nous commençons avec Madame Guichard pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Notre Code civil prévoit une obligation alimentaire réciproque entre les parents et leurs enfants. Derrière le langage de prétoire, c'est l'un des fondements de notre conception de la famille qui se fait jour, celle de la solidarité entre les individus qui la composent et qui perdure par-delà les évolutions que peuvent lui faire subir les épreuves de la vie. Ainsi, même en cas de séparation des parents, ces derniers demeurent tenus de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants par le biais d'une pension alimentaire versée à celui ou celle qui en assume la charge. Néanmoins, d'aucuns refusent parfois de se soumettre à ce devoir, tandis que d'autres peinent à y obéir malgré leur bonne volonté. L'un comme l'autre de ces écueils étant susceptibles de porter préjudice aux parents créanciers de la pension ainsi qu'à l'enfant. C'est pour pallier à cette difficulté qu'ont été créées l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, l'ARIPA, et le service public d'intermédiation financière des pensions alimentaires qui propose, outre le recouvrement des impayés, conseil et accompagnement aux parents séparés ou en cours de séparation.
Depuis sa création et sous l'impulsion de la majorité présidentielle, l'ARIPA a vu ses missions s'étoffer, notamment par la systématisation de son intervention en matière d'intermédiation et par l'extension croissante de son périmètre d'action à toutes les décisions de justice, fixant une pension alimentaire ainsi qu'au divorce par consentement mutuel. Le texte que nous examinons s'inscrit dans le prolongement de ces réformes en permettant à l'ARIPA d'intervenir dans les situations où le parent débiteur de la pension verserait directement celle-ci entre les mains de son enfant majeur. Cette situation peut en effet se présenter dans certaines circonstances et sous certaines conditions, lesquelles restent pour le moment hors du champ d'action de l'ARIPA, dont l'intermédiation ne peut intervenir qu'entre le parent débiteur et le parent créancier. Nous partageons l'objectif que vous poursuivez et nous savons que vous échangez actuellement avec le gouvernement afin de rendre votre dispositif le plus efficace possible. À cet égard, nous soutiendrons votre proposition. Merci. Monsieur Taché de la Pagerie pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative de cette proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs. C'est un sujet important qui mérite, chers collègues, toute notre attention et notre engagement. Au nom du groupe Rassemblement national, je tiens à saluer notre soutien à l'article 1 de cette proposition de loi. Il est fondamental de garantir que les enfants majeurs, qui peuvent encore dépendre financièrement de leurs parents, ne soient pas laissés dans une situation de précarité en cas de non-versement de ces mêmes pensions. Trop souvent, nous constatons que les enfants majeurs, encore en formation ou en situation de dépendance vis-à-vis de leurs parents, se retrouvent dans des situations précaires lorsque ces mêmes pensions alimentaires ne sont pas versées. Cela peut compromettre leurs études, leur accès à un logement décent, voire leur capacité à subvenir à leurs besoins essentiels et donc à se construire. Nous apprécions l'effort visant à élargir l'accès aux services publics d'intermédiation financière des pensions alimentaires à ces enfants, assurant ainsi une sécurité financière essentielle. Cela constitue un investissement dans l'avenir de notre société en favorisant leur autonomie et leur insertion sociale. En favorisant aussi leur intégration dans la société active, nous réduirons également les risques de marginalisation. En conclusion, je tiens à souligner l'esprit d'avancée du groupe Rassemblement national sur cette question. Il est essentiel de travailler ensemble pour trouver des solutions qui protègent les intérêts des enfants et soutiennent les familles. Je vous remercie. Monsieur Boyard pour la France insoumise. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Dans son rapport sur les inégalités en France, l'Observatoire des inégalités indique que le taux de pauvreté des 18-29 ans est passé de 8,2% en 2002 à 12,5% en 2018, soit une progression de 50% avant même la crise sanitaire. Face aux pensions alimentaires dues aux enfants majeurs et qui sont impayées, il est indispensable pour ces jeunes d'améliorer les moyens de recouvrer ces pensions. Aussi, la PPL qui nous est présentée vise à ce que les enfants majeurs puissent recourir aux services d'intermédiation et ainsi percevoir la pension sans avoir recours aux parents créanciers. Cela constitue une avancée. Toutefois, ces jeunes seront au même titre que leurs mères, avant eux, confrontés aux défaillances des recouvrements et positionnés en tant que demandeurs. Certes, les jeunes n'auront plus à passer par le parent créancier pour lancer une procédure, néanmoins ils auront, comme leur mère, avant eux, cette charge mentale. Combien seront-ils à hésiter à lancer une procédure ? C'est pourquoi, si nous voterons ce texte, nous défendons néanmoins un amendement visant à la remise d'un rapport évaluant l'effectivité des dispositifs de recouvrement en cas d'impayé de pension alimentaire. Nous continuerons également de défendre la nécessité de passer d'une solidarité reposant sur la famille à une solidarité nationale afin de garantir que l'émancipation des jeunes d'enfants majeurs. Nous regrettons votre refus d'instaurer une garantie d'autonomie, laquelle constitue pourtant une première étape essentielle vers l'autonomie de la jeunesse. Monsieur Bazin pour les Républicains. Merci Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Les impayés de pensions alimentaires demeurent un phénomène trop récurrent contre lequel nous devons lutter. Nous partageons tous, je crois, cette même volonté. En ce sens, la création par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 d'un service public d'intermédiation financière des pensions alimentaires a constitué une avancée largement saluée. Cependant, ce service ne s'applique pas aux enfants majeurs, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur. C'est là tout le sens de la proposition de loi déposée par nos collègues du groupe Horizon et Apparentés qui propose d'étendre ce service public d'IFPA aux enfants majeurs qui ne sont pas encore autonomes financièrement. Alors, une telle évolution est-elle nécessaire ? Aujourd'hui, pour répondre aux besoins de l'enfant, une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est prévue en cas de séparation au Code civil. Cette contribution prend bien souvent la forme d'une pension versée par le parent n'ayant pas la garde aux parents ayant la garde.
Or, le versement de cette contribution ne s'arrête pas nécessairement à la majorité de l'enfant. En effet, lorsque celui-ci ne peut subvenir seul à ses besoins à ses 18 ans, elle continue d'être versée aux parents qui a la charge de l'enfant majeur ou directement entre les mains de l'enfant. Cette continuation du versement se comprend bien à l'heure où de nombreux jeunes font des études de plusieurs années. Autrement dit, il s'agit d'éviter qu'à 18 ans, la charge des années de formation académique et professionnelle des enfants se retrouve à être supportée exclusivement par l'un des deux parents. En toute logique, les phénomènes d'impayés de pension que l'IGAS estimait au global entre 20% et 40% en 2016 ne disparaissent pas par magie lorsqu'un enfant atteint 18 ans. Dès lors, les protections attachées au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant devraient être les mêmes tout au long de ce versement, avant comme après 18 ans. C'est précisément l'objet de cette proposition de bon sens que d'étendre ces protections. C'est pourquoi le groupe des Républicains soutiendra pleinement son adoption. Merci. Madame Petit pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Grâce à ce texte que vous nous proposez, Monsieur Vincent Thiébaut, notre commission a l'occasion de mettre fin à un angle mort de politique familiale. Certains parents, nous le savons, n'honorent pas la pension alimentaire due à leurs enfants majeurs. Il est donc proposé ici de rendre éligibles ces enfants au service public d'intermédiation financière des pensions alimentaires, l'ARIPA, créé en 2020 par notre majorité. En préambule, je tiens donc à remercier au nom du groupe démocrate, Vincent Thiébaut, l'auteur de cette proposition de loi, ainsi que le groupe Horizon, d'avoir inscrit ce texte à l'ordre du jour réservé. En rendant éligibles les enfants majeurs au service public des pensions alimentaires, cette proposition de loi permet de faire respecter l'obligation de soutien financier dont un parent, même séparé, doit s'acquitter envers ses enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Bien plus qu'une simple obligation alimentaire, la solidarité entre parents et enfants ne cesse pas à la majorité. L'assistance des deux parents doit en effet assurer les dépenses entretien et d'éducation indispensables à chaque enfant pour réussir à s'établir sereinement dans la vie. De la même manière que notre législation protège désormais les familles monoparentales contre les pensions alimentaires impayées, en grande majorité des mères, il est primordial que les enfants majeurs puissent eux aussi être protégés. À l'heure où près d'une famille sur 4 ne compte qu'un seul parent, les enfants de ces foyers monoparentaux sont particulièrement exposés au risque de précarité. Pour eux, être certain d'effectivement percevoir le montant de la pension alimentaire est donc d'autant plus important. Être parent, c'est aussi donner les moyens à ses enfants de s'émanciper, notamment financièrement. Dans cet accompagnement vers l'indépendance, la solidarité financière et familiale est indispensable. Elle est d'ailleurs la base qui fonde et unit notre société. Notre groupe, le groupe démocrate, votera donc résolument en faveur de cette proposition de loi. Monsieur Aviragnet pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous étudions ce matin la proposition de loi de notre collègue Thiébaut qui vise à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs. Ce texte s'inscrit dans la continuité des politiques menées dans ce domaine depuis plusieurs décennies. En effet, après avoir formalisé le système des pensions alimentaires, notre pays s'est doté d'un arsenal assez complet pour garantir aux enfants ou à un parent leur versement. Cependant, l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs reste une zone grise dans la loi. Ce cas de figure existe pour différentes raisons propres à chaque famille. Soit les parents sont d'accord pour verser la pension alimentaire, soit ils ne le sont pas. Dans ce dernier cas de figure, ce texte trouve toute son utilité, appliquant de facto une décision du juge. Les députés socialistes soutiennent donc cette proposition de loi. Cependant, nous avons repéré un éventuel dysfonctionnement sur lequel nous voulons alerter. Il ne faudrait pas que cette bonne initiative prive certains enfants de prestations sociales auxquelles ils auraient droit. En effet, la pension alimentaire rentre dans le revenu imposable et pourrait donc diminuer, voire supprimer, le montant de ces prestations. Et à ce titre, je défendrai un unique amendement afin d'évaluer dans 18 mois la pertinence de ce dispositif et notamment son impact sur la perception des prestations sociales des enfants majeurs. Je vous invite, chers collègues, à le soutenir et à soutenir cette proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur Jernigon pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cette proposition de loi déposée par notre collègue Vincent Thiébaut vise une cause noble, étendre le rôle de l'Agence de recouvrement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, l'ARIPA, aux pensions destinées aux enfants majeurs, souvent oubliés dans le débat sur les pensions alimentaires.
La réalité est là, implacable. De nombreux jeunes adultes, en pleine étude ou en insertion professionnelle, vivent dans une précarité financière due à l'absence de versement de pension alimentaire. Cette proposition a pour but de pallier ce manque en sécurisant l'apport financier indispensable à leur éducation et leur bien-être. Il est essentiel de rappeler que la pension alimentaire est un droit issu de l'obligation des parents d'entretenir et d'éduquer leurs enfants, même majeurs. Cette initiative législative cherche à renforcer ce droit en rendant le versement de ces pensions plus fiable et moins sujet aux aléas des relations familiales. Le groupe Horizon et Apparentés a donc inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, dans le cadre de sa niche, un texte dans le prolongement direct de l'action menée par la majorité et le gouvernement depuis 2019 pour permettre aux familles de faire valoir leur droit d'obtenir le paiement d'une pension alimentaire. Ici, en offrant un soutien concret aux jeunes adultes et en consolidant notre modèle social. Pour ces raisons, je vous invite, chers collègues, à soutenir et voter en faveur de cette proposition de loi. Je vous en remercie. Madame Garand pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Vous nous proposez aujourd'hui un texte qui ouvre la possibilité pour les enfants majeurs de pouvoir bénéficier de la procédure d'intermédiation financière créée par la loi de financement de la Sécurité sociale en 2020. En passant par l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, le dispositif permet en effet de lutter contre les impayés et permet de protéger le parent créancier en cas de tension avec le parent débiteur en effaçant le lien direct entre les deux. D'ailleurs, les chiffres, pour l'instant, montrent l'efficacité du dispositif puisqu'au niveau national, le taux de recouvrement des pensions alimentaires est passé de 63% en 2008 à 73% en 2021. Et sa systématisation effective depuis le 1er mars 2023 permet de protéger les femmes face à la précarisation. Car oui, les parents créanciers, dans l'écrasante majorité des cas, sont des femmes. Ce sont les mêmes mères qui, après un divorce, se voient récupérer les charges de la parentalité. Lors d'une séparation, dans 75% des cas, la résidence principale est fixée chez la mère et 84% des familles monoparentales ont à leur tête une femme. Pourtant, un père aura dans la plupart des cas des ressources supérieures à la mère et le versement de la pension alimentaire est vital pour ces femmes et donc pour leurs enfants. Le versement peut être une source de tension avec des cas de violence conjugale et intrafamiliale qui sont récurrents et les enfants peuvent devenir les intermédiaires de la violence économique quand par exemple le versement de la pension devient un outil de chantage. Ces jeunes sont donc exposés de manière accrue à la précarité, au stress et à l'angoisse. Le dispositif que vous nous présentez a pour objectif la protection des jeunes et nous le saluons. Nous vous alertons néanmoins sur la nécessité des moyens alloués aux services chargés de le mettre en œuvre. Et comme l'a justement fait remarquer lors des auditions la direction de la Sécurité sociale, le délai de versement des pensions alimentaires par le service d'intermédiation aujourd'hui est de 12,8 jours au lieu des 7 jours habituels. Il est donc crucial pour permettre aux services d'absorber sereinement cette montée en charge, de leur donner les moyens nécessaires pour faire leur travail. Avec cette alerte en tête, le groupe écologiste votera pour ce texte. Je vous remercie. Monsieur Dharréville pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, merci pour cette proposition que vous nous faites. En effet, l'intermédiation permet de sécuriser le versement de la pension alimentaire en prévenant le risque d'impayés et de retard de paiement. Elle a également pour but d'apaiser les tensions liées aux questions financières entre parents séparés. C'est un beau rôle pour les caisses d'allocation familiale, si tant est qu'elles en aient en effet les moyens. Et je crois que c'est un point d'attention que nous devons avoir, parce qu'ajouter des missions utiles à cet organisme n'est pas en soi un problème. Encore faut-il effectivement qu'elles puissent le faire dans de bonnes conditions et que, y compris les agents soient y compris rémunérés correctement pour pouvoir les recruter, pour pouvoir leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et je crois que c'est un véritable sujet sur lequel nous avons eu un certain nombre d'alertes. La présente proposition de loi donc, vise à rendre obligatoire cette intermédiation financière dans le cas où un enfant majeur bénéficie directement d'une contribution à son entretien et à son éducation. Cette proposition paraît juste. Elle permettrait en tout cas de favoriser la lutte contre les impayés, de neutraliser la question financière entre un parent et son enfant majeur. L'accord des deux parents postulé par la proposition peut s'expliquer par le fait qu'il est important que les deux parents s'accordent sur la capacité de l'enfant à percevoir directement et à donc gérer sa pension. Mais cela étant dit, ce que nous pensons, c'est que ce passage à la majorité ne doit pas être un moment de fragilité ni de fragilisation. Et donc il faut accompagner cette prise d'autonomie. D'ailleurs,
évidemment, votre proposition, mais ça n'était pas son objet, ne fait pas le tour des questions qui peuvent se poser pour les jeunes majeurs. Elle ne fait pas le tour de la question du salaire des parents pour pouvoir verser des pensions qui soient adéquates. Et nous avons proposé nous-mêmes un revenu étudiant. Ce sont des questions qui sont liées, mais qui évidemment n'obèrent pas la question que vous posez. Et nous vous soutiendrons sur ce dispositif en disant qu'il faudra sans doute évaluer son efficacité. Monsieur Panifous pour le groupe Lyotte. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La séparation est le premier motif d'appauvrissement en France. Aujourd'hui, près d'1 million de familles touchent une pension alimentaire qui représente en moyenne 1/5 de leurs revenus. Aussi, en cas de non-paiement, les conséquences pour les familles et en premier lieu les enfants sont immenses. En ce sens, la mise en place du système d'intermédiation financière des pensions alimentaires avec la création de la RIPA a constitué une avancée. Aussi bien pour garantir le versement en temps et en heure des pensions, mais aussi pour éviter des tensions entre les parents. À l'époque, il était estimé que 30% des pensions alimentaires n'étaient pas payées ou payées irrégulièrement. Faute de signalement, les procédures de recouvrement prenaient du temps, voire n'existaient pas. Le montant des sommes recouvrées a depuis augmenté de moitié et les procédures ont pu être allégées pour les parents. Toutefois, on constate aujourd'hui quelques lacunes dans ce dispositif qui pourraient être facilement comblées. C'est l'objectif de cette proposition de loi qui propose de rendre les enfants majeurs éligibles au service d'intermédiation financière des pensions alimentaires. La majorité ne signe pas la fin du droit à la pension alimentaire. Notre groupe soutiendra bien évidemment cette proposition de loi. Plus largement, il faut rappeler que les familles monoparentales sont confrontées à un plus fort taux de pauvreté, de précarité, à des difficultés plus grandes d'accéder à l'emploi ou au logement. Les femmes sont d'ailleurs surreprésentées parmi ces familles et les enfants sont les premiers à en souffrir. Aussi, nous appelons à nous saisir davantage de la situation des familles monoparentales qui représentent une famille sur 4 et pour qui tous les obstacles se superposent. Je vous remercie. Merci. Nous poursuivons avec les questions des députés. Monsieur Ruffin. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous avez parlé dans votre propos, vous avez évoqué les jeunes qui sont en situation de précarité et avec cette proposition de loi, vous comblez un vide juridique. Maintenant, malheureusement, les jeunes en situation de précarité, ça déborde très largement du cadre de votre proposition de loi. Et je voudrais vous interroger quand même sur la vision que vous voulez porter pour sortir les jeunes de la précarité en général. Aujourd'hui, la moitié des pauvres ont moins de 30 ans. C'est 20% des jeunes qui sont en situation de pauvreté, et c'est 3 fois plus que les plus de 65 ans. La moitié des bénéficiaires du Resto du Cœur ont moins de 30 ans. Donc c'est vraiment enquisté dans la société aujourd'hui une pauvreté dans la jeunesse. On le voit, existe une solidarité familiale que votre proposition de loi vient renforcer, vient appuyer, mais cette solidarité familiale est très injuste. Les 10% les plus riches versent 8% de leurs revenus à leurs enfants et ça représente plus de 7 000 €, donc il y a de quoi s'émanciper, vivre. Les 10% les plus pauvres versent davantage, en proportion, ils versent 13% de leurs revenus, mais ça ne représente que 1 000 € par an et avec 100 € par mois, il n'y a pas de quoi s'émanciper du foyer, vivre et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a un saut à faire dans la société, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Je pense qu'il y a un saut à faire dans la société qui est ce qu'on a fait pour les personnes âgées dans l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on a fait? On est passé d'une solidarité familiale, où on considérait comme naturel que les personnes âgées vivent, quand elles avaient la chance en milieu populaire de vivre vieilles, qu'elles vivaient au crochet de leurs enfants ou à la charité, et on est passé d'une solidarité nationale à une solidarité sociale qui a permis de diviser par 4 le taux de pauvreté. Je pense que le même effort, la même dynamique doit être faite pour la jeunesse aujourd'hui et qu'on doit passer d'une solidarité familiale qui existe, qui peut bien sûr continuer à exister, mais qui est très injuste, à désormais une solidarité sociale, une solidarité nationale. Oui, Madame Autain. Oui, j'appuie évidemment l'angle que vient de proposer mon collègue François Ruffin, parce qu'au fond, ce dont on aurait besoin, c'est d'une allocation pour la jeunesse, et notamment toute cette jeunesse qui doit faire des études, qui n'a pas, ou alors quand elle n'en fait pas, se retrouve aussi en difficulté parce que le RSA, on n'y a accès qu'à partir de l'âge de 25 ans. Donc en fait, il y a 2 verrous à faire sauter. Le premier, c'est qui peuvent être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre.
c'est-à-dire une allocation pour les moins de 25 ans, les 18-25 ans, pour faire en sorte qu'il y ait un filet de sécurité. Je vois des têtes qui hochent, mais c'est un vrai sujet, un sujet de solidarité nationale, comme vient de le dire mon collègue François Ruffin. C'est-à-dire qu'on l'a fait pour les retraités, on doit le faire pour cet âge qui est une sorte de no man's land. Entre 18 et 25 ans, c'est no man's land. Si vous n'avez pas des parents qui peuvent vous aider, que vous avez du mal à trouver un emploi, que vous voulez faire des études et que vous n'en avez pas les moyens, que vous ne voulez pas faire des études mais que vous ne trouvez pas d'emploi, vous êtes dans la précarité la plus totale, et ça, c'est une injustice crasse. Et deuxièmement, permettez-moi de poser une question. Ça n'a pas été soulevé, mais c'est vraiment une question au premier degré, parce que j'imagine que vous avez auditionné, réfléchi, travaillé. Moi, la question que je me pose, c'est, vous avez des familles monoparentales où la pension, quand elle est versée, elle sert en particulier à payer un logement qui permet d'accueillir ces enfants. Donc quand vous avez 18 ans, l'enfant reste là, enfin l'adolescent, le jeune adulte, reste encore là, et c'est la maman qui va payer cet appartement, et elle le fait grâce à la pension. Si la pension est versée aux jeunes, quid en réalité de cet équilibre, et que deviennent ces familles monoparentales? Vous comprenez mon sujet, hein, c'est de savoir comment ça peut bien se passer et ne pas mettre plus en difficulté des femmes qui continuent à aider et qui devraient là... oui. Pardon, j'ai été long. Monsieur Gage. Oui, merci Madame la Présidente. Évidemment, je souscris à l'esprit et au texte de cette proposition de loi pour combler un trou dans la raquette de la mise en place de l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, dont on doit constater, plusieurs années après sa mise en œuvre, qu'elle a atteint les objectifs qui étaient ceux qu'avaient posés d'abord Najat Vallaud-Belkacem, Laurence Rossignol, Marisol Touraine et les ministres qui ont présidé à la création de l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Et donc, on couvre ce trou dans la raquette. Mais moi, je veux insister, parce qu'on a rarement l'occasion d'aborder en ces termes ce sujet-là, de dire s'il faut garantir des revenus aux ménages qui accueillent un enfant majeur. Je prolonge, moi, l'alerte lancée par François Ruffin et par Clémentine Autain, qui est qu'on ne pourra pas échapper dans notre système de protection sociale. On ne pourra pas échapper à considérer que cette tranche des 18-25 ans non éligibles au RSA, et j'entends les objections qui ont considéré que c'était une forme de financement de l'oisiveté, mais que notre système de protection sociale ignore à ce point la dimension universelle de la problématique d'un revenu garanti pour cette jeunesse et s'en tienne de manière incidente aux autres prestations de sécurité sociale qui existent, les allocations familiales, les pensions alimentaires, est un problème qu'il faudra traiter. Ce n'est pas l'objectif de cette proposition de loi. C'est un enjeu de solidarité, et c'est aussi un enjeu de revisitation, et c'est peut-être ça qui heurte beaucoup, de la ligne de séparation entre ce qui relève de la solidarité familiale et ce qui relève de la solidarité nationale. J'espère qu'on pourra avoir un jour ce débat. On avait tenté de le poser dans des niches parlementaires autour de la garantie jeune ou de l'allocation jeunesse. Il faudra qu'on remette le travail sur le métier. Je crois qu'il n'y a plus de demande de prise de parole. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voulais sincèrement vous remercier les uns et les autres pour votre soutien à cette proposition de loi, et vous faire part effectivement de cette satisfaction. Pour répondre aux différentes questions, juste répondre d'abord à un premier point qui a été soulevé par Pierre Dharréville. Effectivement, sur le sujet, et je pense que c'est une question qu'il faudra qu'on se pose sur le dispositif de la RIPA, qui a été sous-signé notamment par la CAF, c'est que souvent on a ce côté un peu, on pointe du doigt le parent débiteur. Et du coup, une forme d'accusation aussi, de la manière dont on en parle. Il faut se poser la question à un moment donné aussi, et je pense que ça, c'est une question qu'il faut qu'on voit dans le dispositif. Pourquoi le parent ne paye pas? C'est pas forcément que parce qu'il n'a plus envie de payer, c'est parce que souvent il n'est plus en situation de pouvoir le faire aussi, et on sait que il y a des situations derrière. Donc la CAF a souligné ce point-là, il faudra peut-être qu'on réfléchisse à ce dispositif. Pour répondre, en fait, donc que ce soit à François Ruffin, à notre collègue Autain et notre collègue Gage, ce projet de loi, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse pour les étudiants, on est bien d'accord. Là, moi, ce projet de loi m'a été inspiré par une situation qui m'a été remontée par
par une amie qui travaille à l'Université de Strasbourg, qui souvent se trouve confrontée à titre personnel ou dans son métier, se trouve souvent à des étudiants effectivement qui sont en difficulté par rapport au non-versement des pensions alimentaires. Je suis bien conscient que c'est une amélioration, mais on ne va pas résoudre l'ensemble des problématiques de la précarité des jeunes. Concernant les 18-25 ans, puisque vous m'avez donné mon avis, même si ce n'est pas l'objet de la loi, moi j'ai pu vivre cette situation, puisque moi-même j'ai passé mon bac en candidat libre, enfant de parents séparés et divorcés, même si je reconnais que je n'étais pas en précarité, je vais le dire en toute honnêteté. Ma mère qui avait la charge des 3 enfants, je passais mon bac en candidat libre en allant travailler la nuit en usine pour pouvoir effectivement subvenir à mes besoins ou à mes loisirs. Et donc je vois très bien quel est le sujet. Je vais pas forcément. Je pense qu'effectivement la jeunesse est la richesse d'un pays. Les jeunes, c'est notre richesse. C'est notre première richesse dans un pays. Effectivement, faut qu'on voit dans le détail les situations. Je ne vais pas là aujourd'hui parce que je n'ai pas forcément les éléments nécessaires en termes de statistiques, de chiffres, de disparités des situations. Ici, en si peu de temps, pouvoir faire l'ébauche d'une politique sur la jeunesse, mais je pense que c'est une vraie question qu'il faut qu'on puisse se poser, sur laquelle on n'a pas forcément tranché, mais à un moment donné, si on veut donner tous les moyens à notre jeunesse, à notre richesse, qui sont les jeunes, et pour moi, ça commence dès le plus jeune âge, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement, c'est la formation, c'est effectivement pouvoir rentrer dans la vie active, pouvoir gagner l'autonomie financière et devenir un citoyen complet, intégré dans la société. Il faut ce débat que nous devons l'avoir. Mais je pense que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. En tout cas, je partage une partie de ce que vous avez pu dire. Concernant la pension versée aux jeunes, je voulais répondre à Madame Autain. Votre question est pertinente. En fait, le sujet, c'est que si l'enfant majeur touche à pension alimentaire, c'est comme je l'avais expliqué, c'est qu'il y a eu 2 décisions possibles. Soit un accord entre les parents. Donc il y a eu un accord à un moment donné qui a été fait par les parents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas le jeune qui décide, je touche à pension. Soit une décision de justice. Donc à un moment donné, si vous voulez, il y a quand même un acte fondateur. C'est-à-dire qu'en fait, on est bien dans le cas où il a été acté que le jeune majeur touche partiellement ou totalement la pension alimentaire. Donc il y a déjà un acte des départs. Pour vous répondre à la question, voilà, c'est pas le jeune qui décide, allez, maintenant je veux, voilà, non, il y a effectivement, et ça faudra qu'on réfléchisse aussi, c'est peut-être un travail à faire apparemment qui a été notamment évoqué par notre collègue Guichard. Il y a aussi une notion qu'il faudra qu'on affine, notamment soit pour la séance ou dans le cas de la navette, c'est la notion du parent créancier et parent créditeur. Parce qu'aujourd'hui, dans le droit, effectivement, le créancier ne peut être que soit l'un des 2 parents. Donc là aussi, il y a un travail à affiner du point de vue légistique pour que le dispositif soit tout à fait opérationnel. Et pour rejoindre notamment ce qui a été évoqué aussi en termes de moyens par rapport à la RIPA, et c'est pour ça que je proposerai un amendement pour donner une date limite sur le décret. Sur les moyens, effectivement, il y a la notion des ressources humaines, mais il y a aussi au sujet, on a pu le voir à travers les auditions, c'est notamment l'interopérabilité entre les services, puisque derrière, il y a les services de justice. Le dispositif a quand même accentué le travail assez significatif, notamment pour les greffes, puisqu'ils doivent renseigner des dossiers qui après sont transmis à la CAF, que les systèmes d'information pour l'instant ne sont pas tout à fait encore opérationnels, même si on voit une nette amélioration en tout cas sur le recouvrement. C'est pour ça effectivement que cette notion de délai qui nous a été demandée, en tout cas moi je l'ai figé dans le temps, ça ne peut pas dépasser le 1er janvier 2026, mais en tout cas c'est une demande forte qui a été exprimée par l'ensemble des services, notamment la CAF, pour bien intégrer effectivement déjà le positif actuel et pour le rendre mature et plus complet. Voilà. En tout cas, merci encore pour vos soutiens. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons passer à l'examen des amendements. À l'article 1er, amendement de monsieur Boyard.
Oui, merci Madame la Présidente. Juste pour revenir sur ce qui a été dit par Monsieur le rapporteur, parce que pour le coup, on a un débat de fond qui est intéressant sur le rapport entre la solidarité familiale et la solidarité nationale. Et vous nous avez donné un exemple de vous qui passiez votre bac en candidat libre et qui travailliez en même temps. Et c'est un exemple qu'on a souvent de la part de députés de la majorité qui disent « mais nous aussi, on a connu des situations de précarité, nous avons travaillé malgré la situation de précarité et regardez où nous en sommes aujourd'hui ». Je veux dire, faites attention à cet argument. Parce que dans les personnes qui sont là aujourd'hui et qui s'expriment pour dire « mais regardez, j'ai connu la précarité et j'ai réussi », entre guillemets, combien n'ont pas réussi et n'ont pas cette parole-là? Parce que la réussite, elle dépend aussi de travail, parfois aussi beaucoup de chance et d'un événement fortuit que tout le monde n'a pas. Donc quand nous on parle de solidarité nationale et sociale, on explique que en fait la jeunesse c'est le temps d'insertion dans la société et que la précarité est une inégalité énorme, une fracture énorme qui ne permet pas réellement l'égalité entre les citoyennes et les citoyens dans notre pays. Ensuite, puisque ça a l'air d'être la semaine des consensus et qu'on a des débats qui se tiennent plutôt bien, je vous demande, monsieur le rapporteur, à travers cet amendement, la validation d'un rapport qui va nous donner des chiffres et va nous donner un... S'il vous plaît, c'est bon. Monsieur Boyard s'exprime calmement, donc on le laisse parler, s'il vous plaît. Franchement, chers collègues, dans cette commission affaires sociales, chaque fois que je vous parle, vous vous mettez à hurler quoi que je dise. Là, je demande un rapport avec des chiffres, vraiment. Et si je puis me permettre, il y a quand même un fond de paternalisme dans votre comportement à chaque fois que je prends la parole dans cette commission affaires sociales. Donc, allez, s'il ce vous plaît. rapport... S'il vous plaît, chers collègues, non, vraiment, le sujet mérite qu'on puisse rester dans un climat calme, serein, qui se passe très bien pour l'instant. Monsieur Boyard, continuez. Donc, on demande plusieurs choses. Premièrement, il y a la situation des pensions alimentaires qui ont été fixées avant le 1er janvier 2023. On aimerait avoir des chiffres sur le taux de recouvrement. Il y a aussi, on aimerait avoir des chiffres sur le taux de dossiers considérés comme recouvrables et donnant lieu à un remboursement effectif des parents et des enfants majeurs créanciers. Et enfin aussi sur les moyens qui sont donnés pour rendre le dispositif effectif. C'est voilà, pour essayer d'améliorer le dispositif à l'avenir. Voilà le sens de cette demande de rapport. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame le Président. Alors, monsieur le rapporteur, chers collègues, je ne vais pas être personnaliste. Ce que je disais par rapport à ma situation, je ne dis pas que ce n'est pas un argumentaire pour dire que c'est la solution. Et puis, je vais être tout à fait franc, je n'ai pas été en situation de précarité. Excusez-moi, je voudrais quand même le préciser. Je dis juste que ces situations-là, effectivement, je l'ai vécu. Et effectivement, ce temps passé pour l'avoir vécu, parce que travaillant de nuit jusqu'à 6 h du matin, pour aller retrouver après, rejoindre quelques cours à 8 h du matin, effectivement, j'en voyais toutes les difficultés pour rester lucide toute la journée. Donc voilà, je ne dis pas que c'est un gouvernement qui a des solutions. Au contraire, ça pose des problèmes. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, c'est exactement l'inverse que je veux dire. Effectivement, il faut qu'on y travaille sur ces sujets, sur ces situations bien particulières. Pour revenir sur le sujet de votre amendement, qui est très complet, parce qu'il va même au-delà de la simple loi sur votre rapport. Alors déjà, les rapports d'évaluation, c'est la suite notamment du contrôle et du rôle du Parlement. Donc, en plus, par rapport à ce que vous demandez, puisque vous demandez un rapport sur l'évaluation dispositive dans sa complétude, je vous proposerai plutôt de rentrer dans l'évaluation de ce qui a été voté dans le PLFSS, puisque l'ARIPA est née, notamment a été portée dans le PLFSS, et je pense que c'est là qu'il faudra qu'il le porter, que plus simplement à ce niveau-là, et en plus on rentre typiquement dans les rôles et missions de la commission. Donc à ce titre-là, je pense que c'est à vous en tant que commission de vous en saisir. Donc à ce titre, je donnerai plutôt un avis défavorable. Madame Guichard. Et juste rebondir sur la solidarité nationale, parce qu'il y a quand même eu 500 millions de débloqués pour les boursiers, le repas à 1 € pour les boursiers, y compris pour tous ceux qui en font la demande au niveau du Crous. Donc j'ai l'impression que vous avez un petit peu la mémoire courte là. Voilà, juste un petit rappel. Madame Garin. Moi, je veux bien les accusations en mémoire courte, mais les files d'étudiants précaires qui patientent à des banques alimentaires, elles ne les emplissent pas. Et ça, c'est un sujet. Donc, c'est aussi notre rôle en tant qu'opposition de venir questionner tout ça. Ça ne veut pas dire que rien n'ait été fait, j'en conviens. Pour revenir à cet amendement, moi, je le soutiens tout simplement parce qu'il me semble que ça va dans le sens de ce qui a été dit pendant les auditions, avec notamment le fait qu'on sait qu'il y a un besoin pour ce public-là, mais qu'on a du mal à évaluer le nombre de jeunes concernés. Et donc, à minima, il me semble normal qu'on puisse aller chercher ces chiffres-là et aussi savoir
à nouveau, nous, c'est ce qu'on pointait du doigt dans les propos liminaires, c'est la question des moyens qui, du coup, seront nécessaires pour les services, puisque si on ne sait pas quel public va être touché par votre proposition, on ne peut pas mesurer les moyens supplémentaires qu'il nous faut donner aux services pour leur permettre de travailler correctement. Monsieur Boyard. Oui, j'aimerais répondre sur ce qui a été dit sur la mémoire courte. On ne fait pas des lois pour se donner bonne conscience. On ne fait pas des lois pour se dire on a fait des choses. Tenez, on a donné le repas à 1 €. Bah oui, mais ensuite, qu'est-ce qu'il en est de l'augmentation des loyers, de l'augmentation des factures d'énergie, de l'augmentation du coût des transports? Qu'est-ce qui a été fait sur ça? Vous répondrez l'augmentation des bourses. C'est moins que l'inflation. Et puis, à partir du moment où vous avez près de 7 étudiants sur 10 qui ont un reste à vivre de 100 € par mois, mais constatez l'échec de votre politique. Et je pense que même avec le peu que vous avez fait, vous n'avez pas le droit d'avoir bonne conscience. Parce que depuis que vous êtes là, les files à la distribution alimentaire, elles augmentent. Donc non, vous n'avez pas le droit d'avoir bonne conscience sur le sujet. Enfin, monsieur le rapporteur, j'entends ce que vous dites. En revanche, notre commission Affaires sociales travaille énormément. Et malheureusement, je doute qu'elle ait le temps de pouvoir rapidement travailler sur ce sujet. C'est pourquoi, dans la mesure où notre commission travaille énormément et que nous avons beaucoup de sujets en attente... S'il vous plaît, demandez la parole si vous voulez vous exprimer. Oui, je vous demanderai... Je vous demanderai donc, pour répondre à votre argument, en vous disant la commission Affaires sociales, je doute qu'elle ait le temps de se pencher sur ce sujet. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donner un avis favorable? Comme ça, on aura enfin ces chiffres. Vraiment, ça nous arrangerait. Ensuite, monsieur Dharréville. Merci, Madame la Présidente. Oui, non, évidemment, ça présente un intérêt d'être renseigné sur le sujet pointé par cette demande de rapport. Moi, je voulais ajouter dans la discussion un élément qui est celui de la paupérisation des enfants à la suite des séparations. Il y a une récente étude qui a été rendue publique il y a quelques jours sur ce sujet-là, qui, je pense, a des effets dans la durée sur l'enfance, mais effectivement, au moment de la jeunesse, elle se traduit également. Alors, évidemment, ce n'est pas l'objet de votre proposition de loi de remédier à cela, même si c'est peut-être pour une part lié quand même à cette situation. Et donc, je pense que ça vaudrait le coup, à l'avenir, peut-être aussi d'élargir le sujet pour regarder de quelle façon on s'attaque à cette situation des enfants de familles monoparentales, parce qu'au bout du compte, c'est comme ça que ça se traduit. Voilà. Monsieur Christophe. Oui, non, juste un point de vue technique pour rappeler à M. Boyard que ce n'est pas cet amendement qui va révolutionner non plus la situation actuelle. Il faut dire que malheureusement, comme vous le savez tous, les amendements rapport ont une durée de vie très limitée lorsqu'ils passent au Sénat. Donc ne nous emballons pas non plus sur cette lecture et donc le rejet potentiel de cet amendement. Rappelez, même si la Commission a beaucoup de travail, que ce dispositif a été introduit par la loi de finances. On l'a été plusieurs à le rappeler, et que de fait, c'est plutôt à l'AMEX qu'il appartiendrait de l'évaluer plus précisément et donc de répondre aux questions que vous soulevez. Moi, je suis toujours plutôt favorable au travail parlementaire. D'ailleurs, je suis toujours assez surpris quand vous demandez finalement au gouvernement de donner des éléments au regard de toute la confiance que vous mettez dans le gouvernement. Il y a un petit paradoxe, voilà, que j'arrive jamais à m'éclairer, mais peut-être qu'un jour, on aura une discussion sur le sujet. Donc voilà pourquoi nous ne soutiendrons pas évidemment cet amendement. Bien, je crois qu'il n'y a plus de demande de prise de parole. Je vais mettre aux voix maintenant l'amendement, qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement de monsieur Aviragnet. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est un amendement d'appel des députés socialistes. En fait, on vise à alerter sur la potentielle exclusion de toute une série de prestations sociales dont pourraient être victimes les enfants majeurs bénéficiant de l'intermédiation financière. Oui, comme les pensions alimentaires sont versées, sont aujourd'hui intégrées dans les assiettes des revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de certaines aides et prestations sociales, dont les pensions alimentaires sont intégralement prises en compte dans les assiettes des ressources du RSA et de la prime d'activité. Étant imposables, elles sont intégrées comme des ressources lors de l'examen de l'éligibilité aux allocations logement et aux prestations familiales. Donc, il convient de prendre toutes les mesures pour s'assurer que les enfants majeurs qui vont percevoir leur pension alimentaire grâce à l'article 1er de cette proposition de loi ne vont pas perdre le bénéfice de ces prestations sociales. Alors, en effet, comme on est contraint par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution, les députés socialistes tiennent toutefois à souligner qu'ils préféraient pouvoir modifier directement les dispositions juridiques en matière de calcul des prestations sociales plutôt que demander évidemment un rapport au gouvernement sur le sujet. C'est un amendement d'appel. Je vous remercie.
Monsieur le rapporteur. Oui, merci, chers collègues. Alors, pour la demande de rapport, je vous ferai un peu la même réponse que tout à l'heure. Toutefois, je voudrais juste, parce que vous soulignez, c'est effectivement la corrélation entre la pension alimentaire et le fait de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'allocations et d'aides. En fait, la problématique, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune étudiant, quand vous demandez, que ce soit l'APL ou autre, comme beaucoup on a pu en bénéficier, les revenus des parents sont pris en compte. Vous devez le déclarer. Donc, la pension alimentaire, enfin, ces allocations intègrent déjà la pension alimentaire. Et toute la difficulté, elle est là. C'est qu'à un moment donné, s'exerce la solidarité nationale, mais la base, c'est quand même la solidarité familiale. Et d'où l'intérêt de ce dispositif, de pouvoir permettre aux enfants majeurs, effectivement, de rentrer dans ce dispositif d'intermédiation. Et ça ne change rien à partir du moment où, comme je l'ai dit, dans le cas de calcul des éventuellement prestations ou allocations versées aux jeunes majeurs, ils intègrent déjà le montant de la pension alimentaire et le revenu des parents. Donc, justement, c'est déjà s'assurer qu'à minima, déjà, la pension alimentaire soit versée. Ça ne change rien. Et je rappelle aussi que l'enfant majeur touche la pension alimentaire suite à 2 événements potentiels. C'est soit une décision de justice, soit un accord entre les parents. Voilà. Donc, pour raisons évoquées et sur votre demande d'un rapport, mais vous faites bien d'éclairer ce sujet à travers votre amendement. Et comme c'est un amendement d'appel, je vous demanderai un retrait ou alors avis défavorable, mais merci d'avoir porté le sujet. Monsieur Ruffin. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous avez dit « la jeunesse est notre richesse ». Et c'est quelque chose qu'on va partager ici de manière consensuelle. Mais dans la réalité des faits, aujourd'hui, on a une jeunesse qui est écrasée. Le taux de dépression dans la jeunesse est passé à 1 sur 5. On est aux alentours de 20%. C'est-à-dire que avant le Covid, on était à 1 jeune sur 10 en dépression, ou qui connaissait un épisode dépressif dans l'année. On est monté à 1 sur 5 pendant le Covid, et on pouvait s'attendre à ce que ça redescende, et ça ne redescend pas. Et de la même manière, on a aujourd'hui 1 étudiant sur 2 qui dit sauter des repas pour des raisons financières. Donc c'est évident que quand Mme Guichard nous dit on a fait des repas à 1 euro et on a donné 500 millions, cette aumône n'est pas à la hauteur des besoins aujourd'hui de la jeunesse. De l'écrasement subi par la jeunesse, qui n'est pas qu'un écrasement matériel, mais qui est aussi un écrasement matériel. Et là, moi, je tire la sonnette d'alarme. Si on pense vraiment que la jeunesse est notre richesse, aujourd'hui, elle n'est pas traitée comme ceux qui doivent être les producteurs de demain, ceux qui vont venir tenir le pays debout demain, ceux qui vont venir à l'hôpital, à l'école, tenir notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On n'y est pas ni sur le plan matériel, ni sur le plan spirituel. Monsieur Dharréville. Merci Madame la Présidente. Effectivement, ça a été aussi l'occasion pour moi de dire tout à l'heure combien je pense notre jeunesse est malmenée et combien notre société, collectivement, doit mieux la protéger, mieux la choyer, mieux la chérir, mieux lui permettre de se projeter dans l'avenir. Donc on a, je crois, un défi urgent, en fait, devant nous. Alors évidemment, et monsieur le rapporteur, votre proposition, elle peut aider un certain nombre de ces jeunes dans leur situation, mais elle ne résoudra pas cette situation, et vous le savez, vous l'avez dit vous-même. Je voudrais simplement ajouter un mot par rapport à ce que disait Paul Christophe tout à l'heure sur les demandes de rapport. Moi, évidemment, je pense qu'il faut accroître notre capacité, et je pense que c'est un état d'esprit assez partagé dans le bureau de la Commission, notre capacité à produire des missions d'information, de contrôle, et effectuer notre travail. Honnêtement, je pense qu'on devrait pouvoir faire plus, mais ce n'est pas du fait de la décision des commissaires et du bureau que nous en sommes dans cette situation. Mais cela étant dit, je voudrais quand même ajouter qu'il y a parfois des données qui nous manquent. Monsieur le rapporteur a commencé son propos tout à l'heure en nous disant qu'effectivement, il y avait des données qui manquaient sur le sujet qu'il veut traiter. Et les administrations sont aussi à notre disposition, à la disposition du Parlement, pour nous fournir un certain nombre d'études, de données, etc. Et je crois qu'il y a parfois besoin d'elles pour faire des investigations. Et donc, c'est le sens d'un certain nombre de demandes de rapports. Et j'ai vu parfois des rapports qui étaient exigés par le Parlement et que le gouvernement ne rendait pas parce que ça ne l'arrangeait pas,
qui demandaient de réécrire, etc., etc. Donc vous voyez, on peut à la fois avoir un certain nombre de doutes sur la politique menée par le gouvernement et demander des rapports à des institutions indépendantes, comme la DARES, comme d'autres, qui vont produire des données, des études qui nous seront utiles. Monsieur Aviragnet. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement, on contrôlait avec ma collègue, les revenus des parents ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'APL aux étudiants, mais les pensions alimentaires, oui, évidemment. Mais vu la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent les étudiants et leur état de grande précarité, il semblait que ça puisse être pris en compte. Donc voilà, je reviens là-dessus en vous demandant de bien vouloir y revenir et de le regarder de manière un peu plus précise. Ce serait l'occasion, voilà, de donner un petit coup de pouce supplémentaire. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement de Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Donc, à travers cet amendement, je propose effectivement la mise en place d'une date limite pour la sortie du décret, sachant qu'effectivement, comme je vous l'avais exprimé, ce qui a été évoqué notamment suite à l'échange que nous avons avec notre collègue Pierre Dharréville, c'est vrai qu'aujourd'hui, le dispositif actuel est encore en train de monter en puissance. Nous introduisons donc une nouvelle situation. Il y a encore aujourd'hui de la fluidité, de la montée en puissance des services sur la RIPA, puisqu'en fait, on met en relation justice, la CAF, famille, les greffes, enfin voilà, il y a tout un ensemble de dispositifs. Cet amendement propose donc une date au 1er janvier 2026, déjà pour rassurer les services, pour dire que voilà, nous prenons en compte leurs demandes, mais pour leur dire aussi que nous voulons absolument que ce décret y sorte, et pour s'assurer que ce décret sortira bien. Voilà, donc c'est pour ça que je propose effectivement la date au plus tard, le 1er janvier 2026, et si c'est fait avant, mais c'est tant mieux. Oui, Madame Petit. Mon cher collègue, pourquoi pas 1er janvier 2025 ? Je pose naïvement la question. Hein. Déjà parce qu'il y aurait le sujet de la navette parlementaire, donc on verra quand ça va être repris par le Sénat, et d'autre part parce que c'était exprimé par l'ensemble des acteurs que nous avons auditionnés, que ce soit la CAF, que ce soit les directions de la sécurité sociale, que ce soit l'ensemble des services, qui disent aujourd'hui le dispositif de la RIPA est quand même assez conséquent, notamment au niveau de la justice, une prise en compte des dossiers par les greffes qui est assez conséquent, et vous connaissez la problématique des greffes, et pour avoir suivi, pour avoir soutenu les greffes, notamment dans leur combat en termes de moyens, je ne me vois pas, et je vais être transparent et honnête, je voulais aussi en prendre en compte leur situation actuelle, sachant qu'en plus, il y a toute une phase de recrutement qui est en train de se faire au niveau des greffes, et qui nous dit si on peut avoir 12 mois le temps de former tout le monde, voilà, ça serait pertinent. Voilà pourquoi la date du 1er janvier 2026 a été partagée lors de l'ensemble des auditions que nous avons passées. Bien, je mets aux voix cet amendement de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Il est adopté. Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. Qui est pour la proposition de loi? Qui est contre? La proposition de loi est adoptée à l'unanimité. Bravo, monsieur le rapporteur. Merci. Mes chers collègues, je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement pour votre soutien. Même si je suis bien conscient, et nos débats l'ont bien montré, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la problématique des étudiants, c'est clair. Mais si on peut déjà, effectivement, à travers ça, améliorer la situation de quelques centaines, quelques milliers, mais pour moi, c'est un grand pas. En tout cas, je retiens bien que ces débats, il faudra qu'ils puissent continuer qu'à vivre, effectivement, la position de la jeunesse de notre pays. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à vous. Merci, monsieur le rapporteur. Et je voulais remercier particulièrement Chaline Renaud qui m'a accompagné durant les auditions et sur ce travail législatif. Absolument. Merci, monsieur le rapporteur. Nous vous retrouvons la semaine prochaine en séance dans la niche Horizon. Juste pour information, mes chers collègues, la semaine prochaine, nous avons une commission, mais qui sera très très brève, mais qui est nécessaire puisque c'est une commission pour désigner les rapporteurs des prochaines propositions de loi
que nous aurons à examiner. Bonne journée à toutes et à tous.